Le voyage présidentiel en Corse, un voyage que tout le monde dit à haut risque. Et puis évidemment la vie au Parti Socialiste, c'est avec Boris Vallaud-Belkacem que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs j'enlève le Belkacem. Veuillez me pardonner. Vous avez raison, je ne suis que la particule. Voilà. Et ben voilà, on va faire comme ça. Bonjour, bienvenue dans les studios du Figaro. Merci. Hier, donc Emmanuel Macron a prononcé un premier discours, il va en prononcer un deuxième aujourd'hui. Premier discours à l'occasion d'un hommage à Monsieur Erignac, en présence de Madame Erignac, du président du Sénat. Un accent très ferme, il a eu raison, c'est l'attitude qu'il faut adopter. Oui, il avait absolument raison et l'hommage qu'il a rendu au préfet Erignac était très digne. Ouais. Moi, je veux vous dire, à titre personnel, il m'a aussi touché parce que j'ai eu l'occasion d'être quelque temps en poste en Corse et je suis professionnellement sous-préfet. Ouais. Donc, je sais la valeur des messages qui, d'année en année, sont transmis sur ce sujet-là et la fermeté était le ton qu'il fallait adopter. Alors hier, il a été très clair sur un point au moins, non à l'amnistie des prisonniers dits politiques. Vous êtes d'accord avec ça? Parfaitement d'accord. Ok. Le rapprochement des prisonniers, alors au gouvernement on dit que ça sera du cas par cas, le président de la République l'a sous-entendu aussi. Vous êtes d'accord aussi sur ce point? Vous savez, il y a les lois de la République, ouais. Il y a la façon dont s'applique l'exécution des peines et l'examen au cas par cas. Donc, et la bonne méthode. D'accord. Et Yvan Colonna, il doit rester sur le continent, puisque lui, moi, c'est pas moi de me prononcer. L'examen au cas par cas relève du ministère de la Justice. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a des assassins du préfet Erignac qui ont été jugés, qui ont été condamnés et qui maintenant doivent purger leur peine. L'inscription dans la Constitution d'une spécificité corse, de la reconnaissance du peuple corse, c'est quelque chose qui pourrait vous aller? Je dois vous dire que nous sommes très attachés à la Corse dans la République. Ouais. Si je Quand le dis, vous, le Parti Socialiste? Oui, le Parti Socialiste, le groupe Nouvelle Gauche dont je suis le porte-parole. Et nous sommes aussi très attachés à la République des territoires. Et le Parti Socialiste, historiquement, c'est j'allais dire, celui qui engage, qui construit la décentralisation. Qu'il y ait plus d'initiatives locales, qu'il y ait la reconnaissance de sujets qui sont fiscalo-sociaux, ouais. Qu'on lutte sur la spéculation foncière. Ouais. Ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler, mais il n'y a pas à modifier la Constitution pour cela. Pour ça. Alors, il y a quelqu'un au Parti Socialiste, puisqu'il en fait encore partie, qui s'appelle Jean-Christophe Cambadélis, qui vient de sortir un livre, là, ces jours-ci, « La gauche de demain sera girondine ». Il dit précisément que, eh bien, des siècles de verticalité du pouvoir, il faut arrêter avec ça, et que l'avenir de la gauche, eh bien, il est justement, peut-être, dans une décentralisation plus poussée, avec davantage de pouvoir accordé eh bien, aux collectivités territoriales. Vous êtes d'accord avec ce postulat de base? Moi, je le disais il y a un instant, l'avenir de la gauche, c'est peut-être une république girondine, mais c'est l'histoire de la gauche, c'est aussi l'histoire de la décentralisation. D'accord. Et je crois qu'un acte 3 de la décentralisation peut être envisagé avec, en effet, plus de prérogatives locales, plus d'initiatives locales. Est-ce qu'on va jusqu'à un pouvoir réglementaire d'adaptation, une expérimentation, une expérimentation plus large? Pourquoi pas? Un droit à la différenciation, comme le dit le président de la République? Un pouvoir d'adaptation réglementaire locale dans un cadre républicain. Mais valable pour toutes les régions. Oui, parce que le principe de l'égalité républicaine, là, n'est pas négociable. D'accord. Alors, on voit qu'il y a des crispations catégorielles, des tensions aujourd'hui, notamment sur le pouvoir d'achat, qui traversent même l'intérieur du parti du président de la République. Est-ce qu'à votre avis, il doit infléchir sa politique, le président de la République? Je crois que la première chose, c'est que les Français se rendent compte qu'il n'y a pas lieu d'être indulgent avec les choix de ce gouvernement et singulièrement du président de la République. Nous, depuis des semaines, et tant mieux si une partie de la majorité doit s'en apercevoir, nous disons que les priorités de cet exécutif vont d'abord aux plus riches et abandonnent les plus modestes, à ce que d'ailleurs cet exécutif croit être leur destin de perdant. Voilà, l'INSEE l'avait dit, nous l'avions dit, l'OFCE, qui est un organisme qui fait de la prévision économique, l'a dit, eh bien le pouvoir d'achat des plus riches augmentera en 2018, celui des plus pauvres baissera en 2018. Donc vous pensez que les nuages vont s'accumuler sur la tête du gouvernement? À un moment donné, quand on
fait la politique pour les plus riches et pas pour les classes moyennes, ça se voit. Quand on est dans des logiques comptables, au lieu de se poser la question de l'évolution des missions de l'État, ça se voit. Donc voilà, il y a un double discours qui finit par se voir. Et la réalité, c'est que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'administrations, eh bien, la situation est difficile, alors même que la croissance repart et que la question effectivement du pouvoir d'achat est posée avec force et insistance. Alors pour autant, 2 élections législatives partielles le week-end dernier, et qui montrent que le Parti socialiste a bien du mal à se faire entendre. Vos 2 candidats, dans des circonscriptions, il faut le reconnaître, qui ne sont pas vraiment acquises à la gauche, eh bien, font des scores, allez, on va dire, très médiocres. Il y en a un dans le territoire de Belfort qui fait 2%, un peu plus, et l'autre dans le Val d'Oise. Oui, je dois avoir l'honnêteté de dire que je me suis déplacé pour lui apporter mon soutien. Bah oui. Mais enfin, il ne m'en tient pas rigueur, donc je lui en suis reconnaissant. Non, oui, bien sûr. Et l'autre fait 6%, dans le Val d'Oise, un peu plus de 6%. Le Parti socialiste est en donc difficulté. c'est la droite qui se fait entendre plutôt. On sort d'une défaite qui est cinglante, d'une défaite du Parti socialiste dans toutes ses dimensions, dans tous ses courants. Donc je ne m'en étonne pas. Ensuite, effectivement, est-ce qu'on tire des conclusions définitives de 2 élections partielles? Je ne suis pas capable de le dire. En tout cas, quand on fait une politique de droite, il y a parfois des électeurs qui font le choix de voter pour le candidat de droite dans une élection partielle. Donc vous voulez dire, c'est un peu, ils préfèrent l'original à la copie, c'est ça? Il y a un peu de ça, mais je vous dis, je suis prudent parce que tirer des conclusions définitives de 2 élections, dans un contexte qui est très particulier, avec une participation qui est très faible aussi. Une autre va vous concerner bientôt, en Haute-Garonne, avec un sortant qui est socialiste cette fois. Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez le soutenir? Alors oui, il est envisagé que j'aille le soutenir. C'est un candidat qui est remarquable, qui dans les premiers mois avant que son élection ne soit annulée, a montré qu'il était combatif, déterminé, qu'il travaillait et qu'il avait une préoccupation, c'était la vie quotidienne des Français et de ses électeurs. Il peut garder sa circonscription Je crois qu'il peut la garder, et je crois non seulement qu'il peut la garder, mais que c'est très nécessaire, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y ait une opposition qui fasse entendre sa voix. Je sais que cette majorité n'aime pas l'opposition, n'aime pas la contradiction. Elle avait prétendu écouter tout le monde, elle n'écoute qu'elle-même. Oui, mais peut-être que la solution, c'est l'issue de la crise que vous vivez, c'est peut-être par vous-même que vous allez la trouver aussi. Alors justement, il y a un congrès qui est organisé au Parti socialiste les 7 et 8 avril en région parisienne, à Aubervilliers, puis vous allez voter pour celui qui doit vous diriger, premier secrétaire du PS, les 15 et 29 mars. 4 candidats: Stéphane Le Foll, ancien ministre, Olivier Faure, qui est le président de votre groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, Luc Carvounas, qui jadis, ou naguère, a été valsien, et Emmanuel Morel, qui est réputé un peu plus à gauche. À qui va votre soutien? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas pris position. Et je n'entends pas le faire immédiatement sur votre plateau. Je le ferai très vraisemblablement, mais vous savez, j'ai des camarades qui sont militants dans la même section que moi, avec lesquels j'en parle. Et donc j'en suis à cet état de réflexion, et surtout, je les écoute, les militants. Vous savez, je suis allé dans une quinzaine de fédérations, de sections, pour dire, d'abord pour me rassurer, pour m'apercevoir que nous n'étions pas que 30 socialistes, les 30 députés de l'Assemblée, mais qu'il y avait encore des militants qui travaillaient, qui écoutaient, qui avaient des espérances. Ils fréquentent encore Bien sûr, les sections? Oui, je suis allé, vous savez, que ce soit à Nantes, à Limoges, à Marseille, à Toulouse. Madame Langevin, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, disait pour la réforme des statuts, le vote dans sa section du 20e arrondissement de Paris, qui est réputée quand même être une des plus fortes en région parisienne pour le Parti socialiste, 25 votants seulement. Oui, mais ça, je n'en disconviens pas. Je veux dire, il y a une attente, il y a une incertitude sur notre capacité à nous entendre, à nous parler, parce que ce que je dois vous dire, c'est que dans la campagne des législatives que j'ai conduite moi dans les Landes, j'ai plus souvent qu'à mon tour été interpellé sur ce terrain-là, en disant vous avez été incapable de vous écouter. Vous nous avez pris, nous, ceux qui avaient été vos électeurs, en étau entre les intransigeances des uns et l'intransigeance des autres. Et nous avons une injonction à nous entendre, à travailler ensemble dans la diversité de nos histoires, de nos sensibilités, parce que si nous ne sommes pas capables de nous entendre, si nous ne sommes pas capables de créer un projet commun, de créer même du commun, on sera sans doute pas capable de le faire. Qu'est-ce qui distingue les 4 candidats là, que j'ai cités tout à l'heure? Précisément, c'est la suite de ce que je viens de vous dire. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points aux uns et aux autres. Non, mais il y en a un qui peut être plus à gauche. On dit qu'Emmanuel Morel est plus à gauche. La seule chose que je constate... Le Foll a plus d'expérience. La seule chose que je constate, c'est que l'ensemble du Parti socialiste, dans toutes ses sensibilités, dans la diversité de ses courants, de ses sous-courants, et là, je vous assure, l'imagination ne manque pas, a perdu dans ces élections législatives. Et donc, que nous sommes tous
au seuil d'un travail de refondation. Je veux dire, ça rend modeste, mais la refondation, ça rend humble. Et moi, je veux dire, je travaille au quotidien, au moins avec 3 des 4 candidats. Et je dois vous dire que je les apprécie. Donc je ne vais pas leur distribuer quel est des bons et des mauvais. Qui ne travaille pas, avec qui vous ne travaillez pas? Celui qui est au Parlement européen, c'est plus compliqué. Donc, mais Est-ce que, alors vous dites renouvellement, refondation et tout, est-ce que ça peut passer par un visage que tout le monde connaît et qui incarne quand même pas mal la Hollandie, Monsieur Le Foll? Non mais je vois bien là, le piège. Le piège et la question que vous me posez. La certitude qui est la mienne, et je le dis, c'est que la défaite électorale qui a été la nôtre, c'est la défaite d'un parti, le Parti socialiste. Mais c'est bien plus grave que ça et bien plus profond. C'est la défaite d'une offre politique, celle de la social-démocratie. J'utilise ce mot peut-être à défaut de mieux. Celle du socialisme, celle de la gauche du gouvernement. Nos idées sont devenues minoritaires. Nous avons perdu des batailles culturelles sans même en avoir conscience. Et donc nous sommes au seuil de cette refondation de notre doctrine, de nos idées, dans la fidélité à ce que nous sommes dans l'histoire, à nos grands combats, sans s'enfermer dans le huis clos du quinquennat, sans tout disqualifier, mais en regardant aussi avec lucidité nos réussites, et il y en a, et nos échecs. Alors comment renouveler votre offre? Ça passe par quoi? Par quel thème? Ça passe par... Cambadélis, lui, il dit c'est la décentralisation, par exemple. Il y a en effet la décentralisation, et au-delà de ça, la réforme institutionnelle à venir. Des pouvoirs, c'est important. Vous savez, on a dit qu'il y avait eu une déformation de la pratique institutionnelle de la Ve République. Hein. On est parti avec un général de Gaulle qui voulait être au-dessus des partis et avec un Emmanuel Macron qui fait sans les partis. Est-ce que c'est un grand progrès de la démocratie? J'en suis pas certain. La place du Parlement, la place de ces grandes collectivités, ces grandes régions que nous avons constituées. Mais les gens, vous voyez bien, ils veulent du pouvoir d'achat. Les problèmes institutionnels, c'est pas leur sujet. Mais parce que vous m'interpellez sur le il y a ça, et puis dans ces grandes collectivités-là, il y a de l'action sociale, il y a du développement économique, il y a de la proximité avec les gens. Il y a ça. Il y a en effet la question de comment on crée de la richesse et de sa redistribution. Comment on lutte contre les inégalités. Vous parlez du pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez que les 5 milliards d'euros donnés aux plus riches vont ruisseler jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin? Je ne le crois pas. Il va falloir qu'on dise ça. Vous savez, le FMI, il y a quelques jours, devant France Stratégie, s'alarmait de l'explosion des inégalités, et elle disait même que c'était un risque pour la croissance. Voilà un combat. Les mutations du travail, avec la révolution numérique. Le thème de la redistribution, c'est toujours un thème, le thème de la justice, je veux dire, le thème de la justice, qui recouvre bien des choses, est un thème fondamental. D'accord. Delphine Batho, qui est des vôtres, mais elle n'est pas contente, parce qu'elle ne s'est pas présentée, elle considère que le PS est devenu une petite mafia politique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, que j'ai pas le sentiment, moi, d'y appartenir. D'abord parce que je suis... vous lui poserez la question, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je n'en suis pas le témoin de cette petite mafia. Il est vrai que je suis un jeune militant, en réalité, puisque je suis rentré au Parti Socialiste depuis pas longtemps, et que l'aspiration des uns et des autres, c'est à faire vivre le débat, à faire vivre la démocratie dans le parti. Et chacun, je crois, s'il en a le désir, il y a sa place. Delphine Batho, évidemment, en premier chef, parce que c'est C'était pas le cas une femme intelligente. Avant, justement, les déboires que vient de connaître le Parti Socialiste? Le sentiment partagé par beaucoup, et en particulier par les militants, c'est de ne pas avoir beaucoup eu voix au chapitre. La faute de Cambadélis? Non, pas la faute de Cambadélis, c'est une faute collective. Vous savez, moi, je fais le procès de personne, alors il faudrait faire le procès de tout le monde, et là, je crois que ce serait assez long. D'accord. Vous faites partie d'aucune chapelle? On sait qu'il y avait des dîners à un moment. Mais oui, j'en ai entendu parler. Je l'ai lu parfois dans vos colonnes. Et vous savez, il y a d'un côté le journalisme d'investigation, puis il y a de l'autre parfois le journalisme de spéculation. Donc je lis ça parfois avec beaucoup de... Avec beaucoup de thé, nous, la spéculation. Mais parfois il y en a un peu. Bon, d'accord. Jean-Yves Le Drian, alors, Jean-Yves Le Drian, il est ministre actuellement d'un gouvernement central, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et il est encore au Parti Socialiste. Et certains disent, je crois que c'est M. Le Foll, ils disent, c'est pas compatible, ça. C'est votre avis aussi? Écoutez, vous voyez, je ne m'en étais pas préoccupé et je l'apprends. Donc je pense que c'est pas parce qu'il a encore sa carte qu'il... Il a encore sa place au Parti Socialiste, Jean-Yves Le Drian? Manifestement non. Non, d'accord. Manifestement non. D'accord, c'est clair. François de Rugy veut sanctionner les députés multirécidivistes de l'absentéisme. Alors ça fait rugir, c'est le cas de le dire, beaucoup à droite, à gauche, votre sentiment? C'est pas tellement que ça fasse rugir, qu'il y ait une nécessité d'être assidu, pourquoi pas. S'il a un problème avec la présence de ces députés, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'il en parle à sa majorité. Il est président de tous les députés. On a une difficulté dans le fonctionnement de ce Parlement, qui est un Parlement très faible dans l'équilibre institutionnel, qui a
peu de moyens, c'est que notre travail est très mal organisé. Vous savez, vous avez en même temps une séance dans l'hémicycle, vous avez des séances en commission, vous avez des auditions par ailleurs, vous avez des groupes d'amitié, ce qui fait qu'il est presque matériellement impossible d'être partout. Et je dois vous dire que moi, à titre personnel, je m'efforce d'être là autant que je le peux et parfois bien tard. Donc, c'est pas un reproche qu'on pourrait me faire à moi personnellement. Mais si je le dis, c'est que ce qu'on attend d'un président de l'Assemblée nationale, à la veille d'une réforme institutionnelle importante, c'est qu'il défende la place du Parlement. La place du Parlement. Et il ne faudrait pas que ce qu'il pense être de la vertu, en réalité, aboutisse à un affaiblissement du Parlement dans l'équilibre institutionnel. La question qui est posée, c'est est-ce que cette espèce d'hyper-présidence, qui est le fait de la Ve République, qui est poussé à son paroxysme depuis l'élection du nouveau président de la République. Est-ce que c'est sain pour la démocratie? Est-ce que les réformes institutionnelles à venir vont rééquilibrer cela? Nous, c'est notre souhait au groupe Nouvelle Gauche. Nous sommes avec Boris Vallaud, qui est le député Nouvelle Gauche des Landes, et on continue avec vos questions grâce à Jean-Baptiste Sémergent qui nous rejoint dans le studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Une première question de Charles. Dans votre proposition de loi, vous dites, donc il vous parle directement, les actionnaires ne sont pas les seuls propriétaires de l'entreprise. Quelle proposition de loi? Parce que les internautes ne sont pas nécessairement... Proposition de loi sur la vision de l'entreprise, c'est ça? Sur la gouvernance d'entreprise. C'est ça. Alors justement, il vous parle de la vision de l'entreprise. Donc vous dites, les actionnaires ne sont pas les seuls propriétaires de l'entreprise, les salariés doivent avoir un pouvoir de codétermination. Et Charles vous demande si vous pouvez préciser votre vision, votre Oui, vue. ce que je dis, c'est que les actionnaires sont titulaires d'actions qui, de par la loi, leur donnent un certain nombre de droits, pas plus. Ils ne sont pas les seuls exposés au risque dans l'entreprise, il y a aussi les salariés. Et ce que nous prenons pour lutter contre parfois la suprématie actionnariale, qui, j'allais dire, confine au court-termisme des marchés, pour pouvoir opposer les stratégies industrielles, c'est-à-dire de la solidité dans la durée des entreprises, nous proposons qu'il y ait plus d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration, comme ça se fait dans 17 pays d'Europe, comme ça se fait en Allemagne. Et vous savez que le tissu industriel allemand est quand même particulièrement solide et on se réfère souvent au modèle allemand. Donc on propose, grâce à cette émergence-là, en réalité, de redonner plus de pouvoir aussi aux dirigeants, puisqu'il est aujourd'hui très soumis à ses actionnaires. Et bien là, il sera dans un équilibre, stratégie industrielle, investissement de long terme, capital de long terme. L'avenir de cette proposition de loi? Eh bien, la majorité qui prétend écouter tout le monde lui a fait un sort, puisque au moment du débat en séance, il a fait une motion de rejet, considérant qu'il n'y avait pas lieu à débat, tout en nous remerciant, parce qu'ils sont quand même des gens polis, du travail que nous avions fait. Charles ajoutait si ce n'était pas une remise en question de la position et de l'utilité des syndicats. Pas du tout, parce que les représentants des salariés peuvent être syndiqués, peuvent être des syndicats, et d'ailleurs, dans nos propositions, nous y tenons. Dans la loi sur les discussions sur la réforme du Code du travail par ordonnance, nous avions défendu, contre l'avis du gouvernement, l'organisation d'élections syndicales, là aussi comme en Allemagne, des deux salariés, pour qu'il y ait un équilibre dans le dialogue entre les salariés et les employeurs. Pourquoi? Parce que je crois d'ailleurs que les syndicats en sont très conscients. Je crois que c'est Laurent Berger qui le dit, le syndicalisme est mortel. Nous savons tous que nous avons... il est dans le même état un peu que les partis politiques aujourd'hui. Hein. Oui, d'une certaine manière, oui. Et il y a donc la nécessité pour nous tous de nous poser la question de savoir quel est notre rôle dans le débat, et là, en l'occurrence, en matière de démocratie sociale dans l'entreprise en particulier. Restons sur cette proposition de loi. Pascal vous reproche de parler d'une vision de l'entreprise, alors que vous ne connaissez, selon lui, que la fonction publique. Vous lui répondez quoi, Pascal? Oui, est-ce qu'il connaît la fonction publique pour en parler visiblement en ces termes? Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été directeur de cabinet du ministre de l'économie pendant quelques années. Qui était M. Montebourg. Hein. Qui était M. Montebourg, que j'ai été sous-préfet, que j'ai eu l'occasion, plus souvent qu'à mon tour, de travailler avec les dirigeants d'entreprise, que je connais le sujet. Vous savez, j'aurais pu aller dans le secteur privé. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui, chaque jour, prennent des risques pour eux-mêmes et pour leur entreprise. Vous savez, les positions caricaturales me font rire. Vous savez qui défend... Ça, c'est un reproche qu'on entend quand même assez souvent. Vous savez qui défend l'esprit de notre proposition de loi? Louis Gallois. Et je crois qu'il connaît un peu l'entreprise. Jean-Louis Beffat. Et je crois qu'il connaît un peu l'entreprise. Autre question. Alexandre, fidèle internaute, vous demande si on peut dire qu'En Marche a remplacé le Parti socialiste comme parti de centre-gauche. Certainement pas. C'est un parti libéral qui a du mal à s'assumer comme vous tel. Vous parlez d'En Marche. D'En Marche. Oui, je pensais que c'était clair dans l'esprit de tous. Donc non, il n'a pas remplacé. Mais En Marche, voilà, n'est certainement pas un parti social-démocrate. Il est un parti libéral qui ne s'assume pas. Mais quand même, par exemple, quand vous voyez Manuel Valls qui était considéré comme l'incarnation de l'aile droite du Parti socialiste pendant de nombreuses années, aujourd'hui,
il est aux marges, je dirais, de En Marche. Quel effet ça vous fait, ça? Qu'est-ce que... Je dois vous dire que, à titre personnel, ça me fait plutôt de la peine, quoi. De temps en temps, Ouais. je le trouve un peu... voilà, bon, un peu, c'est pas toujours très agréable. Ouais. Mais je veux dire, c'est une décision qui lui appartient. Il a souhaité mettre de la clarté dans son positionnement politique. Moi, je n'y vois que des avantages aussi. Il y a beaucoup de députés socialistes qui ont rejoint les rangs d'En Marche. Il y en a beaucoup qui, cyniques et opportunistes, ont préféré sauver leurs fesses que leurs convictions. D'accord, c'est dit. C'est clair. Stéphane, une dernière question. Stéphane vous remercie de lutter contre les déterminismes sociaux. Vous faites quoi exactement, vous, contre les déterminismes sociaux? Eh bien, le déterminisme... Sur le terrain sur le terrain, vous savez, c'est une question que je me pose tous les jours. Dans ma campagne, on m'a souvent posé cette formule, la politique, ça sert à rien. Et moi, je m'efforce tous les jours que la politique, ça sert à quelque chose. Alors, quand on est député, on est aussi un député de terrain. Je suis très souvent avec ceux dont on n'entend pas la voix. Et d'ailleurs, je prépare une série de témoignages autour de ces rencontres. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces témoignages? Vous allez les publier? Oui, vraisemblablement. Vous préparez un livre? C'est pas un livre, c'est sur Internet. Et concrètement, deux actions, deux propositions d'action? Eh bien, moi, j'ai deux propositions d'action. La scolarisation à 3 ans, obligatoire, pour lutter contre le déterminisme social. Ouais. Dans les crèches, une méthode qui a été éprouvée du côté de Grenoble, qui s'appelle Parler Bambin, parce que la différence du nombre de mots entendus à 3 ans en fonction du milieu social est considérable. Les activités périscolaires, je sais bien qu'elles sont remises en question, mais c'était aussi pour lutter contre le déterminisme social, parce que les pratiques extrascolaires sont très socialement déterminées. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, vous pouvez le faire à l'échelle de quoi? De votre circonscription? Non, mais nous pouvons formuler des propositions, nous pouvons déposer des projets de loi. Je travaille par ailleurs avec le groupe Nouvelle Gauche sur une proposition visant à ce que entrer dans la vie adulte ne soit pas le privilège de quelques-uns. C'est quoi rentrer dans la vie adulte? C'est quand on rentre dans la vie active? C'est pas seulement dans la vie active, c'est quand parfois on a quitté le système scolaire précocement, comment on retourne dans la formation, comment, lorsqu'on a des problèmes de mobilité, on se finance son permis de conduire, quand on a un projet de création d'entreprise, comment on est accompagné, comment on finance la première mise de fonds. Voilà les sujets sur lesquels nous travaillons, pas tout seul, avec des Civic Tech et avec un groupe de jeunes qui s'est investi sur ce sujet. Donc si vous voulez retrouver les témoignages que recueille Boris Vallaud, eh bien vous allez sur Internet. C'est dans quelques semaines encore. Dans quelques semaines, il y aura une adresse, j'imagine, dédiée, à moins que vous ayez un site. J'ai un Facebook, mais dont je ne suis pas le plus habile utilisateur. D'accord. Donc c'était Boris Vallaud, vous l'avez compris, député Nouvelle Gauche des Landes, qui était avec nous ce matin. Merci de vous être prêté à toutes les questions posées par les internautes également. Et merci Jean-Baptiste de vous en être fait le médiateur. Bonne journée et à demain pour de nouvelles aventures.